Chapitre 29. Les fruits des anciennes civilisations et les fleurs des contemporaines. Suivant le cours associatif de mes récits sur les êtres tricérébraux de la planète Terre qui te plaît tant, je suis maintenant obligé, mon enfant, de te parler un peu de deux puissantes communautés de là-bas, les communautés grecques et romaines, qui balayèrent de la surface de cette infortunée planète jusqu'au souvenir des résultats obtenus grâce au saint labeur de l'amant de l'essence, Ashiata Shayimash. Avant tout, tu dois savoir qu'à l'époque où, à la surface de ta planète, sur le continent d'Asie, fut réalisée d'en haut, dans la présence d'un être tricérébral de là-bas, la conception sacrée et déterminée de celui qui est aujourd'hui notre très saint individuum cosmique Ashiata Shayimash, et plus tard pendant toute la période de sa très sainte activité, puis de la destruction progressive par tes favoris de tous les résultats qu'elle avait donnés, existait sur le continent voisin, qui portait déjà le nom d'Europe, quantité de ces étranges êtres tricérébraux, groupés depuis longtemps en communautés indépendantes. Selon les lois cosmiques dont je t'ai déjà parlé une fois, les plus grandes et les plus puissantes des communautés indépendantes de cette période étaient celles qui, mieux organisées, possédaient alors le plus de moyens pour le processus de destruction mutuelle, c'est-à-dire les deux communautés grecques et romaines. De ces très anciennes communautés, très anciennes du point de vue de tes favoris actuels, je dois te parler en détail, car non seulement elles balayèrent de la surface de cette infortunée planète les derniers résultats, qui auraient pu être bienfaisants pour tous les êtres tricérébraux des époques suivantes, et jusqu'aux traces du souvenir des saints travaux de l'amant de l'essence Ashiata Shayimash, mais de plus, elles furent cause de l'absurdité qui règne dans la raison de tes favoris actuels, ainsi que de l'atrophie définitive en eux de cette impulsion électrique fondamentale, principal levier de la morale objective qui porte le nom de pudeur organique. De plus amples informations sur ces grands groupements de tes favoris et sur les divers bienfaits qu'ils ont transmis aux êtres des époques suivantes te feront comprendre comment se constituent là-bas les diverses communautés indépendantes et la manière dont les êtres d'une communauté donnée, dès qu'elle devient puissante, sans le devoir à ces êtres eux-mêmes, en profitent aussitôt pour détruire tout ce qui a été acquis par d'autres communautés moins fortes et pour leur imposer leurs nouvelles inventions, s'imaginant sincèrement la plupart du temps que c'est vraiment là ce dont les autres ont besoin. Je dois t'avertir, mon enfant, qu'en te racontant l'histoire de l'avènement des anciennes communautés grecques et romaines et de tout ce qui les concerne, je m'appuierai non sur le résultat de mes recherches personnelles, mais sur les informations que m'a données à leur sujet l'un des êtres de notre tribu qui désirèrent rester sur ta planète et y exister pour toujours. En descendant pour la 6e et dernière fois sur la planète Terre, j'avais l'intention d'élucider coûte que coûte les raisons pour lesquelles le psychisme de ces êtres, qui aurait pu être le même que celui de tous les êtres tricérébraux de notre grand univers, était devenu si extraordinairement étrange sur cette planète. Et comme j'avais constaté maintes fois, au cours de mes investigations, que seule est la principale cause des diverses anomalies du psychisme général des êtres contemporains était ce qu'on appelle la civilisation, qu'ont introduite ces deux groupes d'êtres nommés grecs et romains, il me fut indispensable de connaître certains détails sur eux. Or, j'étais très occupé en ce temps-là par mes recherches sur l'activité du très saint Ashiata Shayimash. Cependant, comme je désirais reconstituer l'histoire de l'avènement de ces deux groupes indépendants de tes favoris, du point de vue de ce que l'on appelle leur être subjectif, je chargeai de cette tâche le membre de notre tribu qui, comme je te l'ai déjà dit, possède aujourd'hui, dans une grande ville du continent d'Europe, un bureau de pompes funèbres. Les recherches de notre compatriote révélèrent que longtemps, bien longtemps avant la période que j'ai décrite, dans mon récit sur la majestueuse ville de Babylone, lorsque le processus d'existence de ces étranges êtres se poursuivait en majeure partie sur le continent d'Asie, et que leur plus haut centre de culture se trouvait dans le pays de Tikliamwish, il n'y avait pas encore de communauté définitivement organisée sur le continent d'Europe, qui est aujourd'hui le principal lieu d'existence de tes favoris. Ce continent était avant tout peuplé de ces êtres bicérébraux et unicérébraux que l'on nomme là-bas des quadrupèdes sauvages et des reptiles. Quant aux êtres bipèdes, tes favoris qui existaient par petits groupes sur ce continent, ils étaient eux-mêmes presque aussi sauvages que ces quadrupèdes. Ces petits groupes d'êtres bipèdes avaient alors pour seule occupation de détruire les êtres quadrupèdes et reptiles, parfois même ils allaient jusqu'à se détruire réciproquement. Leur nombre n'augmenta que lorsque les émigrés de Maralpessis, errant de place en place, se fixèrent enfin sur ce continent d'Europe. Or, vers la fin de cette période, émigrèrent de Tikliamwish sur ce même continent certains êtres du premier groupe asiate, qui exerçaient deux professions tout à fait différentes.
Les uns s'adonnaient à diverses activités marinières, les autres à l'élevage du gros et du petit bétail. Les familles qui s'occupaient d'élevage s'installèrent de préférence sur les rivages méridionaux du continent, qui étaient en ce temps-là très propices à l'entretien et à l'engraissement des êtres quadrupèdes. Ce groupe d'êtres terrestres se nomma Latinaki, ce qui signifiait berger. Ces bergers se disséminèrent tout d'abord en divers lieux avec leurs familles et leurs troupeaux. Puis, leur nombre s'accrut peu à peu, en partie parce que des êtres exerçant la même profession qu'eux continuaient à émigrer du continent d'Asie, et en partie du fait qu'ils devenaient de plus en plus prolifiques. La nature de la planète Terre s'étant adaptée, en cette période, à la qualité déclinante des vibrations qu'ils devaient irradier, pour répondre à ces besoins, en leur substituant celles qu'engendrait le seul processus de leur rasquarno sacré, ou comme ils disent, de leur mort. Or, leur nombre se trouvant de ce fait considérablement augmenté, et les conditions extérieures exigeant des rapports fréquents entre les familles isolées, ils organisèrent alors leur premier lieu d'existence commune, auquel ils donnèrent le nom de Rimk. C'est de ce groupe de bergers asiates que provinrent ceux qui furent les célèbres Romains, dont le nom vient de ce premier centre commun de Rimk. Quant aux êtres asiates, qui s'adonnaient à des activités marinières telles que la pêche et la récolte des éponges, des coraux et des herbes marines, ils émigrèrent eux aussi avec leurs familles pour les besoins de leur profession, et se fixèrent en partie sur la rive occidentale de leur continent, Dachark, en partie sur la rive sud-est du continent d'Europe, et en partie sur les îles de l'étendue d'eau qui séparent encore aujourd'hui le continent d'Asie du continent d'Europe. On nomma tout d'abord ce groupe nouvellement formé d'êtres terrestres tricérébraux les Elenaki, ce qui signifiait pêcheurs. Le nombre des êtres de ce groupe augmenta peu à peu, lui aussi, pour les raisons mêmes dont j'ai parlé au sujet du groupe des bergers. Les êtres de ce second groupe changèrent plusieurs fois de nom et s'appelèrent en dernier lieu les Grecs. Or, mon cher enfant, les êtres de ces deux groupes furent en grande partie responsables du fait que d'une part la raison de tes favoris actuels est devenue mécanique, et que d'autre part les données engendrant l'impulsion de pudeur éthrique se sont définitivement atrophiées en eux. Les Grecs furent cause de la déchéance graduelle de la raison des êtres tricérébraux, qui a tant dégénéré qu'en fin de compte elle est devenue chez les contemporains, comme le dit notre cher Moulin Nasser Eddin, un véritable moulin à sornettes. Quant aux Romains, c'est à cause d'eux que dans la présence des êtres tricérébraux actuels ne se cristallisent jamais plus, par suite de modifications successives, les facteurs suscitant partout ailleurs chez les êtres tricérébraux l'impulsion nommée pudeur instinctive, impulsion éthrique sur laquelle reposent les mœurs et la morale objective. Ainsi surgirent ces deux communautés, qui devinrent plus tard, pour un certain temps, comme il arrive souvent, là-bas, très fortes et puissantes. L'histoire du maléfique patrimoine qu'elles amassèrent pour les êtres des générations ultérieures est la suivante. D'après les recherches de notre compatriote, il semble que les premiers ancêtres de la communauté qui porta plus tard le nom de Grèce aient souvent été contraints par les fréquentes intempéries en mer qui ne leur permettaient pas de s'adonner à leur industrie marinière, d'aller se réfugier par temps de pluie et de vent en des endroits abrités, et là, par désœuvrement, ils s'adonnèrent à divers jeux de leur invention. Comme on le sut plus tard, les premiers jeux qu'ils pratiquèrent étaient de ceux auxquels s'amusent les enfants, mais bien entendu les enfants qui ne vont pas encore à l'école, car aujourd'hui ceux qui vont à l'école ont à apprendre par cœur tant de leçons, tant de poésies de toutes sortes composées par divers candidats à Snamous, que ces pauvres enfants n'ont jamais le temps de s'adonner à aucun jeu. Bref, ces pauvres pêcheurs dans l'ennui jouèrent tout d'abord à des jeux d'enfants ordinaires qui dataient là-bas de fort longtemps, mais plus tard, l'un d'eux ayant inventé un nouveau jeu appelé « Parler pour ne rien dire », ce jeu leur plut à tel point qu'ils ne s'amusèrent plus qu'à cela. Ce jeu consistait à poser à l'un des participants une question quelconque sur un thème manifestement absurde, c'est-à-dire sur un non-sens spécialement inventé, et celui auquel s'adressait la question devait y donner une réponse aussi vraisemblable que possible. Or, ce jeu fut cause de tout le reste. En effet, parmi ces anciens pêcheurs dans l'ennui, certains se montrèrent si malins et si rusés qu'ils devinrent habiles, en appliquant le principe de ce jeu original, à inventer de fort longues explications. Plus tard, l'un d'eux ayant imaginé de fabriquer avec la peau du poisson nommé requin ce qu'on appela ensuite le parchemin, plusieurs de ces habiles compères se mirent même, pour fanfaronner devant leurs camarades, à inscrire sur ces peaux leurs longues explications à l'aide de signes conventionnels, signes qu'ils avaient d'ailleurs inventés auparavant
pour un autre de leurs jeux appelé la souricière. Un peu plus tard encore, lorsque ces pêcheurs dans l'ennui eurent fait place à leurs descendants, ces pots de poissons annotés échurent en héritage à ces derniers, en même temps que la passion de ce jeu original. Et c'est alors que, pour la première fois, ils désignèrent toutes ces nouvelles inventions, celles de leurs ancêtres aussi bien que les leurs propres, du nom retentissant de science. Et depuis lors, la passion de cuisiner, ces dites sciences, s'étant transmise de génération en génération, les êtres de ce groupe, dont les ancêtres avaient été de simples pêcheurs asiates, devinrent des spécialistes en invention de sciences de toutes sortes. Ces sciences se transmirent également de génération en génération, et certaines d'entre elles sont même parvenues à peu près intactes jusqu'aux êtres actuels de cette infortunée planète. Aussi, chez ces derniers, presque la moitié de ce qu'on appelle les égos plasticours, qui surgissent en leur raison, et qui constituent chez les êtres le processus de l'envisagement étrique du monde, se cristallise-t-il à partir des vérités autrefois inventées par ces pêcheurs dans l'ennui. Quant aux anciens bergers, qui composèrent plus tard la forte communauté des Romains, les ancêtres de ce groupe furent eux aussi contraints par les intempéries de chasser fréquemment leurs troupeaux en des endroits abrités, où ils se retrouvaient pour passer le temps d'une manière ou de l'autre. Tout d'abord ils y bavardèrent, mais quand ils eurent parlé de tout, ils retombèrent dans l'ennui jusqu'au jour où l'un d'eux proposa aux autres de s'occuper, pour se distraire, à ce qu'ils nommèrent pour la première fois cinque contre anno, passe-temps qui s'est conservé jusqu'à nos jours sous le même nom chez leurs descendants. Tant que les êtres de sexe masculin furent seuls à s'occuper de la chose, tout alla paisiblement et tranquillement. Mais leur passive moitié, c'est-à-dire leurs femmes, ne tardèrent point à s'en mêler, l'appréciant aussitôt, elles s'enflammèrent et parvinrent alors à de telles finesses en cette affaire que notre archi-retors Lucifer lui-même, s'il s'était cassé là-dessus sa respectable tête, n'aurait pu combiner la 10e partie des numéros que ces anciens bergers inventèrent et préparèrent pour les êtres des générations suivantes de cette infortunée planète. Or, mon enfant, lorsque ces deux groupes indépendants d'êtres terrestres se furent assurés toutes sortes de ces excellents moyens dont l'acquisition est le but constant de toutes les communautés de là-bas pendant la durée entière de leur existence, à savoir les moyens de se détruire réciproquement, ils se livrèrent à ce processus de destruction mutuelle avec d'autres communautés indépendantes, de préférence bien entendu avec celles qui étaient moins fortes qu'eux, et parfois même entre eux. Il est intéressant de remarquer ici que pendant les périodes d'accalmie, qui survenaient entre ces deux communautés au cours de leur processus de destruction mutuelle, pour lequel elles étaient de force presque égales quant aux excellents moyens en question, les êtres de ces deux groupes, dont les lieux d'existence voisinaient, se rencontraient souvent et se liaient d'amitié, si bien qu'à la longue ils échangèrent entre eux les inventions qu'ils avaient héritées de leurs ancêtres. Bref, le résultat des fréquentes rencontres des êtres de ces deux communautés fut que les êtres grecs, s'inspirant des finesses des numéros sexuels qu'ils avaient empruntés aux Romains, organisèrent ce qu'on appelle leur soirée athénienne, et que les êtres romains, ayant appris des Grecs l'art d'imaginer des sciences, composèrent ce qui fut plus tard leur fameux droit romain. Depuis lors, bien du temps a passé. Les inventeurs de ces deux aspects de manifestation électrique ont disparu depuis longtemps, et leurs descendants, devenus par hasard puissants, ont disparu à leur tour. Et pourtant, de nos jours, les êtres actuels de cette planète passent plus de la moitié de leur existence, inconsciemment, et parfois même consciemment, à dépenser avec attendrissement leur énergie électrique, tant bien que mal acquise, à s'assimiler et à réaliser ces deux idéaux dont les initiateurs furent d'anciens pêcheurs et bergers asiates dans l'ennui. Or donc, mon enfant, lorsque par la suite ces deux groupes de tes favoris eurent acquis quantité d'excellents moyens pour détruire avec succès l'existence d'êtres de leur pareil, et qu'ils furent passés maîtres en l'art d'inciter ou de contraindre par la force des armes les êtres d'autres communautés à troquer leurs convictions intérieures contre les idéaux inventés par leurs ancêtres, ils commencèrent par soumettre les communautés voisines, situées sur le continent d'Europe, puis se portèrent avec leurs troupes sur le continent d'Asie. Et là, sur ce continent d'Asie, ils exercèrent tout d'abord leur funeste influence sur les êtres peuplant la côte occidentale du continent, auxquels avaient été inculquées pendant des siècles, comme je l'ai déjà dit, des impulsions électriques pour une existence plus ou moins normale. Puis ils pénétrèrent peu à peu à l'intérieur des terres. Cette marche dans les profondeurs du continent d'Asie fut couronnée de succès, et leurs rangs se multipliaient sans cesse. Avant tout grâce aux savants qui avaient vécu à Babylone,
et qui continuait à contaminer en cette période la raison des êtres avec leurs idées asnamusso-politiques. Par ailleurs, ce qui les seconda puissamment, c'est que dans l'instinct des êtres asiates s'étaient conservés les résultats de l'influence des initiés et des grands prêtres, disciples du très saint Ashiata Sheyimash, dans les sermons desquels revenait l'un des principaux commandements du grand saint qui disait « Ne tue point ton prochain, même lorsque ta propre vie est en danger. » Aussi, profitant de cela, ces anciens pêcheurs et bergers poursuivaient-ils leur marche sans rencontrer de résistance, détruisant sur leur passage l'existence de tous ceux qui ne voulaient pas rendre hommage à leur Dieu, c'est-à-dire à leur science fantastique et à leur phénoménale débauche. Ces semeurs de mal, surgis sur le continent d'Europe, pour le malheur de tous les êtres tricérébraux des époques suivantes, et surtout ces Grecs, pénétrèrent donc à l'intérieur du continent d'Asie, progressant tout d'abord lentement, il est vrai, mais par contre sûrement. Mais un peu plus tard, apparut à la tête de ce troupeau un grec archi-vaniteux, le futur Asnamus Alexandre de Macédoine, et c'est à partir de ce temps-là que furent proprement balayés les derniers vestiges des très saints travaux de notre très saint individuum cosmique, Ashiata Sheyimash. Après quoi, comme on dit, la vieille romance reprit. Bien qu'à chaque déplacement du centre de culture de tes favoris, ces étranges êtres tricérébraux, une nouvelle civilisation est surgie, apportant chaque fois aux êtres des époques suivantes quelque chose d'inédit, certes, mais de pernicieux, aucune cependant de ces nombreuses civilisations n'a fait autant de mal aux êtres des époques lointaines, y compris naturellement à l'époque actuelle, que cette fameuse civilisation gréco-romaine. Sans parler de la multitude d'autres traits mesquins, indignes du psychisme d'être tricentrique, que renferme actuellement la présence de tes favoris, cette civilisation est avant tout coupable d'avoir totalement éliminé chez les êtres tricérébraux des générations suivantes, les contemporains surtout, la possibilité de cristalliser en leur présence les données pour un sain pensée logique et pour l'impulsion de leur pudeur éthrique. Encore une fois, ce sont les fantastiques sciences grecques antiques qui ont servi à atrophier complètement le premier, et les antiques débauches romaines la seconde. Dans la première période de cette civilisation gréco-romaine, ces funestes impulsions, depuis lors devenues éthriques, autrement dit la passion d'inventer des sciences fantastiques, et la passion de la débauche, devinrent innées aux êtres grecs et romains. Plus tard, ces impulsions originales et contre nature contaminèrent peu à peu les êtres de nombreuses communautés de tes malheureux favoris. C'était là, d'une part, le résultat de l'influence constante de ces deux communautés, d'autre part, celui d'une particularité psychique commune à tous les êtres tricérébraux de cette planète, et déjà ancrée en eux avant cela, que l'on nomme là-bas imitation. Or, de siècle en siècle, les inventions de ces deux anciennes communautés firent à tel point vaciller le psychisme de tes favoris, déjà bien assez ébranlé sans cela, que de nos jours leur manière d'envisager le monde et leur genre d'existence quotidienne repose exclusivement sur ces deux inventions des êtres de la civilisation gréco-romaine, c'est-à-dire sur des fantasmagories et sur une obsession de plaisir sexuel. Il est intéressant de remarquer que si l'héritage des anciens Romains a entraîné dans la présence de tes favoris la disparition graduelle et totale de la pudeur organique, propre aux êtres tricérébraux, cependant, à sa place, une impulsion assez semblable en apparence s'est formée en eux. Cette pseudo-impulsion éthrique, qu'ils nomment également pudeur, est aujourd'hui des plus prospères dans la présence de tes favoris actuels, mais les données qui la suscitent sont des plus singulières. Cette impulsion éthrique ne surgit en eux que lorsqu'ils se livrent à quelque manifestation qui est considérée, dans leurs conditions anormalement établies d'existence ordinaire, comme déplacée devant des étrangers. Mais si personne ne les voit, ils ne ressentent jamais cette impulsion, pour aucune de leurs manifestations, même pas pour celles qu'ils regardent comme indésirables, selon leurs propres sentiments et leur propre conscience. Ces derniers temps, les bienfaits amassés par les anciens Romains ont à tel point pénétré dans la nature de tes favoris de tous les continents de cette infortunée planète, qu'il est même difficile de dire quelle est actuellement la communauté qui a reçu des bons Romains la plus grande part d'héritage. Quant au patrimoine hérité des anciens Grecs, c'est-à-dire la passion d'inventer diverses formes de sciences fantastiques, cette passion n'est pas devenue innée à tous les êtres contemporains sans exception. Elle ne s'est jamais transmise dans chacune des communautés actuelles de cette originale planète qu'à des êtres bien déterminés. Cependant, cette passion d'inventer des sciences fantastiques, venue des anciens Grecs,
s'est transmise principalement à certains êtres d'une communauté existant là-bas sous le nom d'Allemagne. Les êtres de cette Allemagne contemporaine peuvent hardiment être appelés les descendants directs de l'antique civilisation grecque, car ce sont eux qui, de nos jours, apportent à la civilisation moderne le plus de sciences nouvelles et d'inventions de toutes sortes. Malheureusement, mon cher enfant, les êtres de cette Allemagne ont surpassé de beaucoup les êtres de la Grèce antique. En effet, les sciences inventées par les Grecs anciens ne corrompaient et ne corrompent encore aujourd'hui que le pensée étrique des autres êtres. Mais les êtres actuels de la communauté d'Allemagne vont plus loin. Ils sont devenus fort habiles à inventer des sciences qui servent à répandre très largement parmi tous tes favoris la maladie spécifique nommée « chercher midi à 14 heures ». Or, pendant le processus de cette maladie, nombre d'entre eux remarquent à moitié consciemment ou même tout à fait automatiquement quelques petits détails du processus cosmique de réalisation de tout ce qui existe. Puis, faisant part de ces détails à leurs collègues, ils s'en servent pour réaliser avec eux quelques-unes de leurs nouvelles inventions, grossissant ainsi la somme de ces nouveaux moyens qui se sont tellement accumulés là-bas pendant les 2 derniers siècles que leur action est maintenant devenue la force résultante destructrice qui vient s'opposer à la force résultante créatrice de la nature. Et de fait, mon enfant, c'est seulement grâce aux sciences combinées par certains êtres de cette Allemagne contemporaine que les autres êtres tricérébraux ordinaires de toute communauté ont acquis à leur tour la possibilité d'inventer. Par suite, ils inventent maintenant presque chaque jour, ici ou là, quelques nouveautés, et toutes ces nouvelles inventions ou nouveaux moyens, appliqués au processus de leur existence, font aujourd'hui que la pauvre nature, déjà bien assez affaiblie, sans d'ailleurs qu'elle y soit pour rien, n'est presque plus capable de réaliser ses propres processus évolutifs et involutifs. Pour que tu te représentes mieux et que tu comprennes plus clairement comment ces héritiers contemporains ont surpassé leurs légataires, je te parlerai maintenant de certains des moyens les plus répandus aujourd'hui, dont l'existence est due exclusivement à ces êtres de la nature, héritiers directs des anciens Grecs. Je vais donc t'expliquer certains de ces moyens, existants et mis en pratique aujourd'hui partout, tels qu'ils ont été inventés par les êtres de cette communauté actuelle d'Allemagne. Je voudrais tout d'abord attirer ton attention sur le curieux phénomène suivant. Ces successeurs des anciens Grecs désignent leurs maudites inventions par des noms se terminant tous, on ne sait pourquoi, en « in ». Prenons par exemple parmi ces inventions particulièrement funestes des êtres allemands, ne serait-ce que 5 d'entre elles existant sous les noms de sapkéine, aniline, cocaïne, atropine, alizarine, toutes substances chimiques dont notre cher Moulay Nassereddin dit qu'on les emploie de nos jours sans les ménager. Le premier de ces moyens spécialement inventés par ces êtres allemands, la sapkéine, n'est autre chose que le samoukourouza, c'est-à-dire l'un des 7 gaz neutralisants qui apparaissent et se rencontrent toujours dans la présence générale de chaque planète, prenant part à la cristallisation achevée de toute formation déterminée susplanétaire ou intraplanétaire, et constituant toujours et en tout, dans leurs divers états, ce qu'on appelle les destructeurs sans discrimination de toute chose surgie. Au sujet de cette invention allemande, j'appris encore, entre autres, qu'un être de cette communauté, ayant obtenu par hasard le gaz en question à partir de diverses formations déterminées susplanétaires et intraplanétaires, remarqua ainsi la particularité qu'il présentait et en fit part à ses collègues. Or, la présence de ces derniers, comme d'ailleurs celle de tous les êtres de leur communauté, était alors en proie à ce qu'on appelle l'émotion intense de la principale particularité des êtres tricérébraux de ta planète, et de fait ils étaient tous entièrement absorbés, en cette période, par leur processus de destruction mutuelle avec les êtres de communautés voisines. Aussi résolurent-ils avec enthousiasme de se vouer à la recherche d'un moyen d'employer la propriété particulière de ce gaz pour la destruction rapide et massive de l'existence des êtres d'autres communautés. Ils orientèrent donc leurs recherches dans ce sens, et l'un d'eux découvrit bientôt que si l'on comprimait ce gaz à l'état pur, de manière à pouvoir le libérer dans l'espace au moment voulu, il servait admirablement leur dessein. Ils s'en tinrent là, et dès lors, les êtres ordinaires de cette communauté se mirent, pendant le processus de destruction mutuelle, à libérer dans l'espace ce gaz artificiellement isolé de l'harmonie générale de réalisation de tout ce qui existe, au moment et sur les lieux où se groupaient en plus grand nombre les êtres appartenant à ce qu'ils appellent l'ennemi. Lorsque cette substance cosmique d'action particulièrement destructive, intentionnellement libérée à travers l'atmosphère dans les conditions que j'ai dites,
et tendant à refusionner avec les autres substances cosmiques correspondantes, pénètre dans le corps planétaire d'un être tricérébral se trouvant à proximité, elle détruit aussitôt et à jamais son existence, ou pour le moins, altère sans retour le fonctionnement de quelques parties de sa présence générale. La seconde des substances chimiques énumérées, appelée aniline, est une substance chimique colorante avec laquelle on peut teindre la plupart des formations susplanétaires dont les êtres tricérébraux de là-bas font des objets de toutes sortes, nécessaires au processus de leur existence éthrique ordinaire. Et certes, cette invention permet aujourd'hui à tes favoris de donner sans peine à tous les objets la couleur qu'ils désirent, mais que devient par contre la durée d'existence de ces objets? C'est là que gît la chatte favorite de leur fameux Bismarck. Autrefois, au temps où cette funeste aniline n'existait pas encore, tes favoris coloraient les objets de leur fabrication, indispensables à leur existence ordinaire, tels que tapis, tableaux et autres ouvrages de laine, de bois et de cuir, avec de simples couleurs végétales qu'ils avaient appris depuis des siècles à extraire, et les objets en question pouvaient exister de 5 à 10, voire jusqu'à 15 de leur siècle. Mais maintenant, grâce à cette seule aniline, ou à des colorants de noms divers à base d'aniline, au bout de quelques 30 ans, il ne reste des objets peints avec ces nouvelles couleurs tout au plus que le souvenir, et encore. Il faut dire que les êtres de la communauté actuelle d'Allemagne, avec leur funeste aniline, sont responsables non seulement de la destruction rapide des œuvres de tous les êtres actuels de cette planète, mais du fait que les œuvres des temps anciens ont presque totalement cessé d'exister sur cette infortunée planète. Et cela parce qu'ils se mirent à collectionner dans tous les pays, à diverses fins asnamousiennes, ou, comme ils le disent pour leur fameux but scientifique, les œuvres anciennes restaient intactes, et que, n'ayant pas la moindre connaissance sur la manière de conserver les choses anciennes, contribuèrent tout simplement à leur rapide destruction. Ces antiquités qu'ils collectionnaient leur servaient d'ailleurs, et leur servent encore, de modèle pour ces articles bon marché, connus sur toute cette infortunée planète sous le nom d'ersatz. Quant à la troisième des substances chimiques énumérées qu'ils ont inventées, la cocaïne, non seulement cette substance chimique apporte elle aussi une aide puissante à la nature en hâtant la décomposition des formations planétaires, soit dans le cas présent leur propre corps planétaire, mais ce moyen chimique exerce sur le psychisme des êtres actuels de la planète Terre une action étonnamment semblable à celle qu'avait sur le psychisme de leurs ancêtres le fameux organe Kunda Buffer. Au temps où leurs ancêtres portaient en eux la fameuse invention du grand archange Louisos, ils étaient presque toujours exactement dans le même état que les êtres actuels lorsqu'ils ont absorbé cette invention allemande, la cocaïne. Naturellement, je dois te faire remarquer, mon enfant, que si l'action de cette invention allemande se trouve avoir un effet semblable à celle du fameux organe Kunda Buffer, cela s'est fait sans intention consciente de la part des êtres actuels de la communauté d'Allemagne. C'est par le plus grand des hasards qu'ils sont devenus les collègues du grand ange Louisos. Aujourd'hui, presque tous les êtres qui se montrent d'authentiques représentants de la civilisation contemporaine usent là-bas de cette cocaïne, et c'est avec le plus grand soin, avec la plus grande délectation et même avec un bonheur attendrissant qu'ils introduisent en eux ce bienfait de la culture actuelle, toujours bien entendu, comme le dit notre cher Moulin Nassereddin, pour la gloire du grand tordu. La quatrième des substances chimiques énumérées, substance nommée atropine, connaît actuellement elle aussi une grande vogue. Elle comporte de multiples applications, mais la plus courante d'entre elles sert un dessin des plus originaux. Le fait est que, toujours en raison des conditions anormalement établies d'existence éthrique ordinaire, leur organe visuel a acquis la propriété de ne trouver les visages beaux et plaisants que lorsqu'ils ont les yeux noirs. Or, si l'on injecte d'une certaine manière dans les yeux des êtres cette substance chimique du nom d'atropine, leurs pupilles se dilatent et commencent à noircir. Aussi, la plupart d'entre eux s'injectent-ils cette atropine dans les yeux pour que l'expression de leur visage semble belle et plaisante à regarder. Et c'est un fait, mon cher enfant, les êtres terrestres qui s'injectent dans les yeux ce bienfait allemand gardent les yeux noirs jusqu'à 45 ans. J'ai dit jusqu'à 45 ans parce qu'il n'y a pas encore eu d'exemple là-bas qu'après 45 ans, l'être qui a employé ce moyen puisse encore voir, donc en continuer l'usage. La cinquième des inventions énumérées, qui porte le nom d'alizarine, est également répandue partout. Le bienfait de cette civilisation actuelle est surtout employé, là-bas,
par ce qu'on appelle les confiseurs et autres spécialistes qui préparent pour les êtres de cette planète des produits des plus savoureux pour leur nourriture première. Ces confiseurs et autres spécialistes, qui apprêtent pour tes favoris des produits savoureux pour leur première nourriture, emploient donc inconsciemment, bien entendu, cette alizarine, création allemande, à l'action infaillible, à seule fin de donner à ces produits un aspect séduisant et agréable, conformément au but qui est devenu l'idéal de toute la civilisation contemporaine, et que notre vénérable Moulay Nassereddin aurait exprimé ainsi. Pourvu que tout me semble beau et délicieux au moment même, qu'importe si l'herbe ne pousse plus après moi. Bref, mon enfant, ces successeurs actuels des êtres de la Grèce antique, par toutes leurs acquisitions pratiques, basées sur des sciences de leur invention, font aujourd'hui de leur mieux pour aider la pauvre nature, pour l'aider, il est vrai, dans le seul processus de décomposition. Ce n'est pas pour rien que notre vénéré Moulay Nassereddin a coutume de dire « Mieux vaut arracher chaque jour 10 cheveux sur la tête de sa propre mère que de ne pas aider la nature. » À vrai dire, les êtres de cette communauté actuelle d'Allemagne ne furent pas seuls à hériter des Grecs cette capacité d'inventer des sciences fantastiques et toutes sortes de nouveaux moyens pour l'existence éthrique ordinaire. Cette faculté est tout autant l'apanage des êtres d'une autre communauté indépendante, elle aussi, qui connaît à son tour la grandeur. Tes favoris nomment cette autre communauté actuelle l'Angleterre. Les êtres de cette seconde communauté contemporaine sont même les seuls héritiers directs d'une invention particulièrement funeste des anciens Grecs qu'ils se sont parfaitement assimilés et mettent tous les jours en pratique. Les anciens Grecs nommaient cette invention particulièrement funeste diapharon. Les êtres actuels l'appellent le sport. Je te parlerai en détail de ce fameux sport moderne vers la fin de ce récit. Sache en attendant que les êtres de cette communauté d'Angleterre inventent aujourd'hui de leur côté quantité d'objets nécessaires à tes favoris dans le processus de leur existence ordinaire, mais il ne s'agit plus cette fois, comme pour les êtres de la communauté d'Allemagne, de substances chimiques. Non, leurs inventions portent principalement sur des articles métalliques, comme on dit. Ils sont devenus habiles, surtout ces derniers temps, à inventer, pour en inonder les êtres existants sur toute la surface de ta planète, toutes sortes d'articles métalliques portant les noms de cadenas, rasoirs, souricières, revolvers, faux, mitrailleuses, casseroles, criquets, canons, canifs, balles, plumes, mines, aiguilles, et quantité d'autres objets de ce genre. Depuis que les êtres de cette communauté actuelle ont inventé ces objets pratiques, l'existence ordinaire des êtres tricérébraux de ta planète est devenue telle que notre cher Moulay Nassereddin le définit ainsi. Ce n'est pas une vie, c'est de la confiture gratuite. Les êtres de cette communauté sont donc aujourd'hui les bienfaiteurs des autres êtres actuels de ta planète et ont fait preuve, comme on dit, de philanthropie, surtout en ce qui concerne leur première obligation éthique, celle d'effectuer de temps à autre le processus de destruction mutuelle. Grâce à eux, l'accomplissement de ce devoir éthique est peu à peu devenu, pour tes favoris actuels, tout simplement une bagatelle. Dans les temps anciens, sans l'aide de ces inventions, tes pauvres favoris avaient beaucoup de mal à s'acquitter de cette obligation éthique, et ils se voyaient forcés, pour en venir à bout, de répandre pas mal de sueur. Aujourd'hui, par contre, grâce à tous les accessoires qu'ont inventés les êtres actuels d'Angleterre, ils se prélassent, comme le dit notre vénérable Moulay Nassereddin, sur un vrai lit de rose. Les êtres actuels n'ont presque plus besoin de faire le moindre effort éthrique pour détruire entièrement l'existence de leurs semblables. Ils peuvent même quelquefois, assis tranquillement au fumoir, détruire, comme pour passer le temps, des dizaines et parfois même des centaines de leurs semblables. Maintenant, il serait bon, je pense, de te parler un peu des descendants directs de la civilisation gréco-romaine existant encore aujourd'hui. Les descendants des êtres de la communauté de Grèce, qui fut en son temps grande et forte, continuent de nos jours à exister et possèdent également leur propre communauté indépendante. Mais ils ont, pour ainsi dire, perdu toute importance aujourd'hui pour les autres communautés indépendantes de là-bas. Ils ne font même plus ce que faisaient leurs ancêtres qui étaient, des pieds à la tête, spécialistes en invention de sciences fantastiques de tout genre, et si d'ailleurs quelques Grecs contemporains se mettaient en tête d'inventer quelques nouvelles sciences, les êtres des autres communautés actuelles n'y prêteraient pas la moindre attention. Ils n'y prêteraient aucune attention pour cette simple raison que la dite communauté ne dispose pas à l'heure actuelle d'un nombre suffisant de canons et de navires pour constituer devant les autres communautés actuelles de là-bas ce qu'on appelle une autorité. Par contre, ces descendants des anciens grands Grecs, c'est-à-dire les Grecs actuels,
Après avoir perdu l'habitude autrefois innée à leur présence de constituer pour les autres êtres tricérébraux une autorité imaginaire, on finit par s'adapter à la perfection, à tenir sur presque tous les continents et îles ce que l'on nomme des boutiques, où ils écoulent sans hâte, tout doucement et tout tranquillement, leurs éponges, halva, loukoum, etc. Et parfois encore des fruits secs persans, sans oublier bien entendu les conserves de poissons portant le nom de kéfal. Quant aux descendants des fameux Romains, ils existent encore eux aussi, mais ne portent plus le même nom que leurs ancêtres, bien que la ville principale de leur communauté porte toujours le nom de Rome. Les êtres actuels de la communauté formée par les descendants de ces anciens bergers, devenus par la suite les grands Romains, ont reçu des êtres de là-bas le nom d'Italiens. Les êtres actuels d'Italie n'ont presque rien reçu de leurs ancêtres. Or, l'impulsion éthrique spécifique que les anciens Romains cristallisèrent en leur présence, pour la première fois sur cette planète, et dont tous les autres êtres tricérébraux de là-bas subirent peu à peu la contagion. Aujourd'hui, les êtres de la communauté d'Italie mènent une existence très calme et très paisible. Ils ne font rien d'autre qu'inventer sans bruit des formes toujours plus nouvelles de leurs inoffensifs et bien innocents macaronis. Pourtant, certains êtres de l'Italie actuelle ont hérité de leurs ancêtres une propriété particulière et très originale nommée « faire plaisir à autrui ». Toutefois, ce besoin héréditaire de faire plaisir, ils ne le manifestent plus à l'égard des êtres leurs semblables, mais seulement vis-à-vis des êtres d'autres formes. Il faut d'ailleurs dire en toute justice qu'en diverses régions de l'Italie actuelle, cette propriété particulière leur fut transmise non pas tant par les anciens Romains que par leurs ancêtres des époques les plus reculées, du temps où ils propageaient parmi les autres êtres de leur communauté et des faibles communautés voisines, en le dénaturant pour les besoins de leur but égoïste, l'enseignement d'un véritable envoyé d'en haut. Aujourd'hui, les êtres de diverses régions de l'Italie actuelle manifestent cette propriété de faire plaisir à autrui de la manière suivante. Lorsqu'ils détruisent l'existence d'êtres quadrupèdes nommés moutons ou chèvres, dont ils emploient le corps planétaire pour leur nourriture première, ils ne le font pas d'un seul coup, mais, pour leur faire plaisir, ils le détruisent tout gentiment et tout doucement, en prenant leur temps, c'est-à-dire qu'ils leur enlèvent tout d'abord une patte, le jour suivant une autre patte, au bout de quelques jours une troisième, et ainsi de suite, tant que le mouton ou la chèvre respire encore. Et les chèvres ou les moutons peuvent respirer très longtemps sans ces parties de leur présence générale, puisqu'elles ne participent point aux fonctions principales d'absorption des substances cosmiques nécessaires à l'existence, mais seulement aux fonctions qui engendrent en tout être les impulsions donnant la sensation de soi. Après ce que je viens de dire, il n'est guère nécessaire de nous étendre davantage sur les descendants actuels des Romains, qui furent un jour si grands et si menaçants pour les autres communautés de là-bas. Parlons un peu maintenant de cette invention particulièrement nuisible des anciens Grecs, mise de nos jours en pratique par les êtres de la communauté contemporaine d'Angleterre et qu'ils appellent ça sport. Ces êtres de la communauté actuelle d'Angleterre sont entre tous ceux qui mènent le plus à profit dans le processus de leur existence ordinaire, cette funeste invention des anciens Grecs y ajoutant même en raison de ses néfastes conséquences l'un des plus sûrs facteurs de réduction de leur durée d'existence, déjà bien assez insignifiante sans cela, bien plus, leur tour étant venu aujourd'hui de vivre la grandeur de leur communauté et de devenir ainsi des autorités aux yeux des autres êtres tricérébraux de là-bas, comme ils ont fait leur idéal de la pratique de cette invention et leur but de sa propagation, ils contaminent les êtres de toutes les autres grandes et petites communautés de cette infortunée planète. La cause de ce grave malentendu est que la possibilité de cristalliser les facteurs qui sont à l'origine du pensée logique chez tous les êtres tricérébraux a disparu de la présence de ces favoris. Et puisque ce pensée logique leur fait défaut, ils admettent tous, sans exception, les dires de quelques candidats Asnamous affirmant que le sport leur permet d'acquérir quelque chose de très salutaire. Ils y croient maintenant de toute leur présence, et dans l'espoir d'acquérir ce quelque chose, ils s'adonnent de toute leur force à ce sport. Pas un de ces malheureux ne sait ni ne s'avisera probablement jamais de remarquer que ce funeste sport non seulement ne leur apporte rien de bon, mais qu'il abrège même de plus en plus, comme je te l'ai déjà dit, la durée de leur existence déjà bien assez pitoyable sans cela. Pour que tu comprennes et te représentes mieux pourquoi ce sport ne fait que diminuer la durée de leur existence, il serait bon de t'expliquer ici, comme je te l'ai promis un jour, la différence qu'il y a entre la durée de l'existence éthrique selon le principe Fulnastinamnien et la durée de l'existence éthrique selon le principe Hitoklatnots.
Te rappelles-tu, mon enfant, en t'expliquant comment tes favoris définissaient le cours du temps, je t'ai dit qu'une fois leur présence débarrassée de l'organe cunidabulaire, avec toutes ses propriétés, et leur durée d'existence, conforme au principe Fuslat-Nitnamien, étant désormais la même que celle de tous les êtres tricérébraux normaux dans l'univers entier, ils auraient dû nécessairement exister jusqu'à ce que leur second corps électrique, le corps Kesjan, se soit totalement revêtu en eux et perfectionné en raison jusqu'à l'Ishmech sacré. Mais plus tard, lorsqu'ils se furent mis à exister de manière de moins en moins digne d'êtres tricérébraux, et qu'ils eurent complètement cessé de réaliser en leur présence les devoirs étriques prévus par la grande nature, et seuls susceptibles de fournir à la présence des êtres tricentriques des données pour le revêtement des parties supérieures, en sorte que la qualité de leur rayonnement ne répondait plus aux exigences du grand processus trogo-auto-égocratique universel, la grande nature fut contrainte, en vue de rétablir l'équilibre des vibrations, de conformer progressivement la durée de leur existence au principe appelé Itoklatnot, qui régit en général partout la durée d'existence des êtres unicérébraux et bicérébraux, lesquels sont privés des possibilités de départie aux êtres tricérébraux et sont par conséquent incapables de réaliser en leur présence les devoirs étriques prévus par la nature. D'après ce principe, leur durée d'existence étrique, ainsi que tout le contenu de leur présence générale, dépendent habituellement des résultats dérivant de 7 données environnantes qui sont l'hérédité en général, les conditions et l'entourage au moment de la conception, la combinaison de rayonnement de toutes les planètes de leur système solaire pendant leur formation dans le sein de leur procréatrice, le niveau des manifestations étriques de leurs procréateurs, aussi longtemps qu'eux-mêmes n'ont pas atteint l'âge d'un être responsable, la qualité d'existence étrique des êtres de leur entourage immédiat, la qualité des ondes de pensée appelées téléocrimaltnichtnien formées dans l'atmosphère qui les environne, et cela de même jusqu'à leur majorité. En d'autres termes, les désirs et les actes pleins de bonté, sincèrement manifestés par les êtres du même sang. Enfin, la qualité de leur propre égoplasticours étrique, c'est-à-dire des efforts étriques qu'ils accomplissent pour transmuer en eux toutes les données nécessaires à l'obtention d'une raison objective. La principale particularité d'une existence soumise à l'Itoklatnot consiste en ce que, sous la dépendance des 7 données extérieures énumérées, dans la présence des êtres existants selon ce principe, se cristallisent en leur localisation étrique ou, comme le disent tes favoris, en leur cerveau, qui constituent les points centraux de manifestation de toutes les parties indépendantes de leur présence générale, ce que l'on nomme des bobino quand elles marchent, c'est-à-dire certaines choses fournissant à ces localisations ou cerveaux un apport déterminé d'associations ou d'émotions possibles. Or, mon enfant, comme tes favoris actuels, les êtres tricérébraux de la planète Terre, ne surgissent plus que d'après le principe Itoklatnot, ils se cristallisent donc également en leur cerveau, depuis le moment de la conception jusqu'à l'âge d'un être tricérébral responsable, des bobino quand elles marchent, ayant des possibilités bien définies en vue de réaliser ces processus d'association. Pour mieux t'éclairer, la question, et t'aider à la mieux comprendre, et pour éviter par ailleurs de perdre trop de temps à des explications sur l'essence même et la forme de leur fonctionnement de cette réalisation cosmique qu'est la bobino quand elle marche, cristallisée, conformément aux lois dans les localisations au cerveau des êtres existants, selon le seul principe Itoklatnot, je prendrai comme exemple les Jamtester-Knock artificiels que tes favoris possèdent sous le nom de montres mécaniques. Comme tu le sais déjà, toutes ces Jamtester-Knock artificielles, ou montres à ressort, bien que de systèmes divers, sont cependant toutes construites sur le même principe de tension ou de pression d'un ressort. Certains systèmes de Jamtester-Knock artificiels, ou montres mécaniques, ont un ressort calculé et combiné de telle sorte que la durée de sa tension soit exactement de 24 heures. Dans un autre système, le ressort ne doit être remonté qu'une fois par semaine. Dans un troisième, que tous les mois. Les bobino quand elles marchent, dans le cerveau des êtres qui n'existent que selon le principe Itoklatnot, correspondent au ressort des montres mécaniques des divers systèmes. Comme la durée du mouvement des montres mécaniques dépend du ressort qu'elles renferment, de même la durée d'existence des êtres dépend uniquement des bobino quand elles marchent, qui se constituent dans leur cerveau dès leur apparition, puis pendant le processus de leur formation ultérieure. De même que le ressort des montres est remonté pour une durée bien déterminée, ainsi les êtres peuvent associer ou avoir des expériences
dans l'exacte mesure où la nature a placé des possibilités correspondantes dans ces bobino quand elles marchent lors de leur cristallisation dans leur cerveau. Ils peuvent associer et par conséquent exister juste ce temps-là, ni plus ni moins. Les montres mécaniques peuvent marcher tant que le ressort est tendu, après avoir été remonté. De même, les êtres dans les cerveaux desquels se cristallisent les bobino quand elles marchent peuvent avoir des expériences et par conséquent exister tant que les bobino quand elles marchent constituant leur cerveau, sous l'effet des 7 conditions extérieures mentionnées, ne sont point épuisés. Or, mon enfant, à partir du moment où la présence de tes favoris a été privée des résultats des pactoles de devoir, et où seuls les résultats de ces 7 conditions extérieures accidentelles ont désormais déterminé la durée de leur existence, celle-ci est devenue, surtout chez les êtres contemporains, des plus variables. La durée de leur existence peut varier actuellement d'une de leurs minutes à 70 ou 90 de leurs années. Et par suite de ce qui vient d'être dit, tes favoris, quelle que soit la manière dont ils existent, quelles que soient les mesures qu'ils puissent prendre, même s'ils se mettent, comme ils disent, sous une cloche de verre, dès que le contenu des bobino quand elles marchent cristallisés en l'un de leurs cerveaux est épuisé, ce cerveau cesse aussitôt de fonctionner. La seule différence entre les montres mécaniques et tes favoris actuels, c'est que les montres n'ont qu'un seul ressort, tandis que les êtres ont 3 bobino quand elles marchent indépendants. Ces bobino quand elles marchent indépendants des 3 localisations ou cerveaux des êtres portent généralement les noms suivants. Bambino quand elles marchent du centre penseur, bambino quand elles marchent du centre émotif, bobino quand elles marchent du centre moteur. Un fait qui se répète fréquemment ces derniers temps, c'est que le processus de rascoarno sacré se réalise chez tes favoris par tiers, c'est-à-dire qu'ils meurent partiellement. Ce fait vient, lui aussi, de ce que ces êtres, qui surgissent et se forment exclusivement d'après le principe itoklanos, dépensent de façon inégale par leur existence désharmonisée le contenu de ces 3 cerveaux distincts et indépendants, c'est-à-dire leur bobino quand elles marchent. C'est pourquoi ils sont souvent victimes de cette terrible mort qui ne convient en rien à des êtres tricérébraux. Pendant mon séjour là-bas, j'ai bien des fois constaté moi-même parmi eux cette mort par tiers. Le fait est que même quand la bobino quand elle marche d'un de leurs cerveaux est définitivement usée, tes favoris, les contemporains surtout, continuent pourtant à exister et parfois même très longtemps. Par exemple, il arrive souvent là-bas que par suite d'une existence anormale spécifique, le contenu de l'une ou l'autre des bambino quand elles marchent soit entièrement épuisé. Si c'est le cas du centre moteur, qu'ils nomment eux-mêmes la moelle épinière, cet être tricérébral actuel, tout en continuant à penser et à sentir, perd la possibilité de diriger à son gré les parties de son corps planétaire. Il est intéressant de remarquer ici que si l'un de tes favoris actuels meurt ainsi partiellement, pour toujours, leurs triflectnaires contemporains, ou comme ils disent leurs médecins, prennent en toute certitude cette mort pour une maladie, donnant à cette maladie imaginaire toutes sortes de noms dont les consonances rappellent celles d'une antique langue nommée latin, qui leur est d'ailleurs totalement inconnue, et ils se mettent à la traiter par toutes sortes de manigances qui leur sont propres. Les noms les plus répandus de ces maladies sont les suivants: hémiplégia, paraplégia, paralysis progressiva essentialis, tabes dorsalis, paralysis agitans, sclérosis disseminata, etc. Cette mort par tiers est devenue fréquente pendant les 2 derniers siècles sur la planète Terre qui te plaît tant. Elle se rencontre surtout parmi ceux de tes favoris appartenant à toutes les communautés, grandes et petites, qui, en raison de leur profession ou de quelqu'une de ces passions qui surgissent là-bas, toujours du fait des conditions anormalement établies d'existence éthrique ordinaire, en viennent à dépenser dans une plus ou moins grande mesure, pendant leur existence éthrique, le contenu de la bobino quand elle marche de l'un ou de l'autre de leur cerveau. Par exemple, la mort par tiers de la bobino quand elle marche du centre moteur ou moelle épinière se produit fréquemment parmi les êtres terrestres qui s'adonnent à l'occupation pratiquée de nos jours dans la communauté actuelle d'Angleterre par suite de la funeste invention des anciens Grecs, occupation néfaste à laquelle ils donnent le nom de sport. Tu comprendras parfaitement le caractère pernicieux que présentent les conséquences de cette néfaste occupation de là-bas quand tu sauras que pendant mon séjour parmi tes favoris, ayant consacré une rubrique spéciale de mes statistiques à des recherches me permettant de fixer la durée d'existence de ceux des êtres tricérébraux de là-bas exerçant la profession de lutteur, je ne pus noter un seul cas où l'un d'eux ait existé plus de 49 de leurs années. La mort par tiers, due à la dépense prématurée de la bobino quand elle marche du centre émotif,
se produit le plus souvent là-bas parmi les êtres terrestres qui deviennent par profession ce qu'on appelle des représentants de l'art. La plupart de ces professionnels terrestres, et des contemporains surtout, sont tout d'abord atteints d'une maladie aux formes variées nommée psychopathie. Puis, sous l'influence de cette psychopathie, ils apprennent à sentir, comme ils disent. Dès lors, éprouvant fréquemment cette impulsion éthrique anormale, ils gaspillent peu à peu le contenu de la bobino-candelmarche de leur centre émotif et, désharmonisant par là le rythme de leur propre présence générale, ils en viennent à une fin originale, d'ailleurs rare, même parmi eux. Il est intéressant de remarquer ici que la mort par tiers due au centre émotif provient également chez tes favoris d'une psychopathie très originale que l'on nomme là-bas l'altruisme. Quant à la mort partielle prématurée par la bobino-candelmarche du centre penseur, elle se rencontre de plus en plus ces derniers temps parmi tes favoris. La mort par le centre penseur frappe surtout ceux de tes favoris qui s'efforcent de devenir ou qui sont déjà des savants de nouvelle promotion, ou ceux qui sont atteints pendant leur existence d'une passion pour ce qu'on appelle les livres et les journaux. Étant donné que ces êtres tricérébraux lisent trop et n'associent que des pensées, le contenu de la bobino-candelmarche de leur centre penseur s'épuise avant celui des bobino-candelmarche de leurs autres centres éthriques. Or, mon enfant, toutes ces infortunes de tes favoris, telles que la diminution de la durée de leur existence et tant d'autres fâcheux résultats, proviennent de ce qu'ils ne sont pas encore avisés jusqu'à présent, de l'existence de la loi cosmique nommée loi d'équilibre des vibrations de sources variées. Si seulement cette idée leur était venue, et qu'ils se soient mis comme d'habitude à chercher midi à 14 heures à ce sujet, ils s'en seraient certainement rencontrés un parmi eux pour trouver enfin un bien simple secret. Je suis persuadé que quelqu'un aurait trouvé ce secret, d'abord parce qu'il est des plus simples et des plus évidents, ensuite parce qu'ils l'ont découvert depuis longtemps, et s'en servent même pour ce qu'ils appellent leurs applications pratiques. Ils appliquent même le simple secret dont je parle aux montres mécaniques que nous avons prises en exemple à propos de la durée de leur existence. Dans toutes les montres mécaniques de divers systèmes, ils se servent de ce simple secret pour régler ce qu'on appelle la force de tension du ressort en une partie appropriée du mécanisme de la montre qu'ils nomment, je crois, un régulateur. Ce régulateur permet au mécanisme d'une montre qui a été remontée, par exemple pour 24 heures, de travailler un mois entier ou, tout au contraire, de s'arrêter, ressort détendu, dans les 5 minutes. La présence de tout être existant uniquement d'après Lito Kleinotz renferme quelque chose qui ressemble au régulateur des montres mécaniques et que l'on nomme Samkip, ce qui signifie ne pas s'adonner aux associations qui sont le résultat du fonctionnement d'un seul des cerveaux. D'ailleurs, même si tes favoris s'étaient avisés de ce simple secret, cela n'aurait rien changé. Ils n'auraient pas davantage fait les efforts éthriques indispensables, accessibles aux êtres contemporains eux-mêmes, par lesquels, selon la prévoyance de la nature, ils peuvent acquérir la capacité d'avoir ce qu'on appelle des associations harmonieuses, qui seuls élaborent dans la présence de tous les êtres tricérébraux, et par suite dans la leur, l'énergie nécessaire à une existence éthrique active. Mais aujourd'hui, cette énergie ne s'élabore dans la présence de tes favoris que pendant leur état complètement inconscient, c'est-à-dire pendant ce qu'ils nomment leur sommeil. Tes favoris, les contemporains surtout, vivent toujours passivement sous la direction d'une seule des parties isolément spiritualisées dans leur présence générale, et ne se manifestent donc jamais que selon des facteurs de propriété négative, lesquels surgissent aussi en eux conformément aux lois. Il se fait dès lors en leur présence, par ces manifestations négatives, une dépense démesurée du contenu des divers bobino-candelmarche qu'ils possèdent, c'est-à-dire qu'ils ne font l'expérience des possibilités d'action déposées en eux par la nature, conformément aux lois, que dans un seul ou dans deux de leurs cerveaux. Par suite, le contenu d'une seule ou de deux de leurs bobino-candelmarche se trouve prématurément épuisé, et ils cessent d'agir exactement comme les montres mécaniques dont le mouvement s'arrête lorsque le ressort est détendu ou que la puissance du régulateur faiblit. Je t'expliquerai plus tard, à propos des êtres qui existent uniquement selon le principe Hitoklatnotz, pour quelles raisons, tant que leurs manifestations ne dépendent que d'une seule ou de deux de leurs trois sources spiritualisées, et non de l'accord harmonieux des trois, se tarit prématurément et finit par mourir en eux le cerveau qui a subi un excès d'association pendant la période de son existence, et comment il épuise à leur tour les autres bobino-candelmarche, sans que celles-ci y soient pour rien. Sache à ce propos qu'on le rencontre encore actuellement sur la planète Terre, parmi tes favoris,
certains êtres dont la durée d'existence va jusqu'à 5 de leur siècle. Tu comprendras sans doute pourquoi, même ces derniers temps chez certains de tes favoris, qui, on ne sait trop comment, ont connu et assimilé correctement en leur raison certains détails de la loi d'association dans les cerveaux distincts des êtres, ainsi que de la loi d'action réciproque de ces associations indépendantes, et qui existent plus ou moins de la manière voulue, tu comprendras, dis-je, pourquoi les bobino Candelmarch qui se constituent dans leur cerveau éthrique distinct ne s'épuisent pas chez eux comme chez leurs semblables, ce qui leur donne la possibilité d'exister beaucoup plus longtemps que les autres êtres de cette planète. Pendant mon dernier séjour là-bas, j'ai moi-même connu des êtres terrestres tricérébraux contemporains qui vivaient déjà depuis 2 à 3 et même près de 4 de leur siècle. Je les ai rencontrés pour la plupart dans une grande confrérie d'êtres tricérébraux de là-bas, fixée au centre du continent d'Asie et constituée par des êtres appartenant à presque toutes les religions. Les frères de cette confrérie avaient découvert, en partie par eux-mêmes, la loi d'association dans les cerveaux éthriques, loi dont ils avaient par ailleurs eu connaissance grâce à des informations qui leur étaient parvenues des temps anciens, par l'entremise de vrais initiés. Quant aux êtres actuels de la communauté d'Angleterre, qui sont les victimes de cette funeste invention des êtres de l'ancienne civilisation grecque, non contents de l'adopter pour eux-mêmes dans le processus de leur existence, ils s'efforcent maintenant par tous les moyens d'inoculer ce mal aux êtres de toutes les autres communautés. D'ailleurs, avec leur sport funeste, non seulement ces infortunés abrègent la durée de leur propre existence, déjà insignifiante sans cela, mais par leur faute, leur communauté subira le même sort que la grande communauté de là-bas portant le nom de Russie. J'y pensais encore au moment de quitter définitivement cette planète. Et ces réflexions me vinrent en constatant que déjà les détenteurs de pouvoir de cette non moins grande communauté d'Angleterre commençaient à faire servir ce sport néfaste aux mêmes fins égoïstes de caractère asnamousien que les êtres détenteurs de pouvoir de la communauté de Russie lorsqu'ils cherchaient à tirer parti de la fameuse question de la vodka. De même que les détenteurs de pouvoir de la communauté de Russie s'efforcèrent alors par toutes sortes d'artifices de mettre à profit la faiblesse de volonté des êtres ordinaires pour leur inculquer l'intense besoin d'utiliser cette vodka, de même les détenteurs de pouvoir de la communauté d'Angleterre tâchèrent d'amener par la ruse les êtres ordinaires de leur communauté à pratiquer le sport. Or les craintes que je ressentais s'avèrent aujourd'hui, me semble-t-il, pleinement justifiées. En effet, j'ai reçu dernièrement de la planète Mars un hétérogramme où l'on m'informait entre autres que cette communauté d'Angleterre comptait plus de 2,5 millions d'êtres qualifiés de chômeurs et que les détenteurs de pouvoir de là-bas, loin de prendre à cet égard la moindre mesure, multipliaient leurs efforts en vue de propager parmi eux ce fameux sport. Et de même que dans la grande communauté de Russie, toutes les revues et journaux publiaient de nombreux articles sur la question de la vodka, de même dans la communauté d'Angleterre, plus de la moitié du contenu de toutes ces mauvaises graines est aujourd'hui consacré à ce funeste sport.